Lorsque la Wehrmacht a envahi l'Union soviétique en juin 1941, ces tireurs d'élite portaient ce qui devait être l'arme de précision parfaite, le carabineur K98K équipé de la lunette télescopique ZF-39. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Ce fusil, considéré comme un chef-d'œuvre de l'ingénierie allemande, a commencé à tuer ses propres opérateurs. Découvrez pourquoi le fusil le plus précis du Reich est devenu trop dangereux pour être utilisé. Septembre 1939. La Pologne tombe en moins de 4 semaines. Dans les décombres de Varsovie, les commandants allemands réalisent une vérité inquiétante. Leurs tireurs d'élite ne disposent pas d'équipements standardisés. Certains utilisent des lunettes civiles montées sur des fusils ordinaires, d'autres emploient des systèmes improvisés datant de la Première Guerre mondiale. Cette situation chaotique ne peut plus durer. En janvier 1940, l'usine Mauser d'Oberndorf commence la production d'un système révolutionnaire, le ZF-39 ou ZF-39. Ce n'est pas simplement une lunette montée sur un fusil, c'est une transformation complète du carabineur K98K en instrument de précision létal. Chaque carabine destinée à devenir un fusil de tireur d'élite subit une sélection rigoureuse. Les ingénieurs de Mauser testent de centaines de canons, ne retenant que ceux dont la précision atteint des standards exceptionnels. Un fusil sur 20 seulement passe cette première sélection. Le système de montage Turret, conçu spécifiquement pour le K98K, permet de fixer la lunette directement sur le récepteur. Les verrous de verrouillage garantissent que la lunette reste parfaitement alignée, même après des centaines de tirs. La lunette elle-même, fabriquée par Carl Zeiss Jena ou Hensoldt, offre un grossissement de 4 fois, permettant d'identifier une cible à 400 mètres. Le réticule en poteau vertical, simple mais efficace, aide le tireur à estimer la distance et à compenser la chute du projectile. Les premiers rapports sont enthousiastes. Lors des tests à Setthaler-Alpé, le centre d'entraînement des tireurs d'élite de montagne, les instructeurs constatent que le système ZF-39 permet des tirs précis jusqu'à 600 mètres. Le tambour de réglage gradué de 100 à 800 mètres simplifiait l'ajustement de la hausse. En avril 1940, 875 fusils équipés sont livrés à l'Office d'armement de l'armée à Ulm. La production s'accélère. Mais dans les ateliers de Mauser, des problèmes apparaissent déjà. Les montures se brisent sous le recul répété. Des erreurs de parallaxe affectent certaines lunettes. Ces défauts sont corrigés, améliorés, perfectionnés. En 1943, la production atteint enfin des volumes significatifs. L'Allemagne dispose désormais d'un système de tireurs d'élite standardisé capable d'équiper ses divisions de montagne et ses unités d'infanterie d'élite. Sur le papier, ZF-39 représente la perfection technique allemande. Personne ne sait encore que cette perfection va se transformer en cauchemar sur les steppes gelées de Russie. Laissez un commentaire avec un mot lié à cette histoire et abonnez-vous à l'énigme militaire pour ne manquer aucun documentaire militaire. Décembre 1941. La température près de Moscou chute à moins 40 degrés Celsius près de Moscou. Le Gefreiter Josef Hallerberger, 27 ans, tireur d'élite de la 3e division de montagne, s'installe derrière son carabineur K98K équipé d'une lunette ZF-39. Sa cible, un officier soviétique à 350 mètres. Il ajuste le tambour de distance, vise avec soin, presse la détente, le coup part, la balle manque sa cible de plus d'1 mètre. Hallerberger ne comprend pas. La veille, à température modérée, ce même fusil plaçait ses tirs dans un cercle de 10 cm à 400 mètres. Aujourd'hui, la précision a disparu. Autour de lui, d'autres tireurs allemands rapportent le même problème. Les fusils les plus précis de la Wehrmacht sont devenus imprévisibles. Le problème réside dans la philosophie même de l'ingénierie allemande. Mauser a construit le K98K avec des tolérances extrêmement terrées, caractéristique de la précision industrielle allemande. Chaque pièce s'ajuste parfaitement. Chaque mécanisme fonctionne avec une précision d'horloger. À température normale, cette exactitude produit une précision exceptionnelle. Mais dans le croix sibérien, ces tolérances étroites deviennent un piège mortel. Le métal se contracte. Le canon, le récepteur, les montures de lunettes, tous rétrécissent à des vitesses légèrement différentes selon leur composition.
Les alliages d'acier utilisés dans la fabrication du K98K, optimisés pour la résistance et la dureté, ne réagissent pas uniformément au gel extrême. La lunette ZF-39, fixée sur 3 points de montage, subit des tensions asymétriques. L'alignement parfait établi à l'usine se déplace de fractions de millimètres. À 400 mètres, ces fractions deviennent des décimètres, puis des mètres d'erreur. L'huile de lubrification se fige. Les mécanismes de la lunette, conçus pour fonctionner avec une fine couche d'huile protectrice, se grippent. Le tambour de réglage de distance refuse de tourner ou tourne par à-coups imprévisibles. Les tireurs tentent d'ajuster leurs lunettes en plein combat, mais les vis de fixation sont gelées. Certains utilisent leur souffle pour réchauffer les mécanismes, créant de la condensation qui gèle instantanément à l'intérieur de la lunette, obscurcissant la vision. En février 1942, les rapports affluent vers Berlin. Les divisions engagées sur le front de l'Est signalent que les fusils de précision ZF-39 deviennent inutilisables par températures inférieures à -20 degrés. Les officiers d'armement ordonnent des modifications, lubrifiants spéciaux résistants au froid, instructions pour démonter les lunettes la nuit et les conserver contre le corps. Rien n'y fait complètement. Le système ZF-39, conçu dans les ateliers tempérés de Swab, n'a jamais été testé dans les conditions réelles de l'hiver russique. Les tireurs allemands commencent à chercher des alternatives. Mars 1943, front de Kharkov. Le Gefreiter Hallerberger observe un bunker soviétique à 520 mètres. Le vent souffle de l'est à environ 15 km/h. Sur un fusil moderne, il ajusterait la dérive latérale en quelques clics. Sur son ZF-39, cette option n'existe tout simplement pas. Le système ZF-39 possède un défaut fondamental que même les ingénieurs de Mauser n'ont jamais résolu: l'absence de réglage de dérive intégrée. Le tambour supérieur permet d'ajuster l'élévation pour la distance, mais pour compenser le vent latéral, le tireur doit desserrer une petite vis à l'arrière du montage et déplacer manuellement l'ensemble de la lunette. Cette opération exige un tournevis spécial, de la patience et plusieurs tirs d'essai. En situation de combat, où le vent change constamment, ce système s'avère pratiquement inutilisable. Les manuels militaires allemands, le HDV 240-5 et le HDV 298-20, conseillent aux tireurs de compenser le vent par l'estimation et la visée décalée. Mais cette méthode transforme un fusil de précision en arme approximative. À 400 mètres, une erreur d'estimation de 5 km/h de vent produit un décalage de 30 cm, suffisant pour manquer une tête, suffisant pour révéler sa position sans neutraliser la cible. Vous appréciez ces révélations historiques? Activez la cloche de notification sur l'énigme militaire pour être alerté de nos prochains documentaires exclusifs. Le système de montage lui-même présente d'autres vulnérabilités. Les 3 vis qui fixent les bases au récepteur doivent être parfaitement serrées. Trop serrées, elles déforment le récepteur et faussent la précision. Pas assez, et les montures se desserrent sous l'effet du recul répété. Les armuriers des unités passent des heures à trouver le couple de serrage optimal pour chaque fusil. Un travail d'orfèvre, impossible à réaliser sur le terrain. La lunette elle-même, malgré l'excellence de l'optique Zeiss, souffre de limitations techniques. Le grossissement de 4 fois, considéré comme idéal en 1939, s'avère insuffisant pour les longues distances de la steppe russe. Le réticule en poteau vertical épais, 3 mm d'épaisseur apparente, masque complètement une tête humaine à 600 mètres. Les tireurs doivent deviner où placer leur point d'impact derrière ce poteau opaque. Après une blessure légère à Stavropol, Hallerberger récupère dans un poste de commandement. Là, il découvre un fusil soviétique Mosin Nagant 91-30 capturé, équipé d'une lunette PU de grossissement 3,5. Par curiosité, il l'emmène au champ de tir. Le résultat le stupéfie. Le Mosin, avec ses tolérances de fabrication plus larges, maintient sa précision par tous les temps. La lunette PU, plus simple, ne se dérègle jamais. Le réglage de dérive s'effectue par des molettes accessibles sans outil. En 20 minutes, Hallerberger maîtrise le système soviétique. Le lendemain, il utilise le Mosin Nagant capturé en opération. Premier tir, première neutralisation. En 3 semaines, il accumule 27 succès confirmés avec l'arme ennemie. Ses supérieurs remarquent sa préférence inhabituelle, mais n'interviennent pas. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Été 1943.
centre d'entraînement de Settaler-Alpes en Styrie autrichienne. Allerberger, convoqué pour formation officielle de tireur d'élite, reçoit enfin son carabineur 98K réglementaire avec lunettes ZF-39. Les instructeurs lui enseignent les techniques Wehrmacht, camouflage par parapluie sans toile avec feuillage tissé dans les baleines, calcul des distances par référentiel, estimation de la chute du projectile. Il écoute, apprend, pratique. Mais dans son pactage, soigneusement dissimulé, il conserve le Mosin Nagant soviétique. De retour sur le front de l'Est, Allerberger utilise les deux fusils selon les situations. Le K98K avec ZF-39 pour les missions officielles, quand des officiers observent, quand la distance reste inférieure à 400 mètres, quand le temps est clément. Le Mosin Nagant pour le travail sérieux. Tir au-delà de 500 mètres, conditions météorologiques difficiles, situations exigeantes des ajustements rapides. Cette double pratique devient courante dans sa division. Les rapports officiels ne mentionnent jamais ce phénomène. L'état-major allemand ignore ou préfère ignorer que ces tireurs d'élite abandonnent l'équipement allemand pour des armes soviétiques capturées. Matthäus Etzenauer, autre tireur autrichien de la même division, crédité à 345 neutralisations confirmées, adopte également cette pratique. Lui préfère le fusil semi-automatique soviétique SVT-40 pour les engagements à courte distance, gardant son K98K équipé d'une lunette à grossissement 6 fois pour les tirs de longue distance par temps stable. Cette situation crée un paradoxe technique étrange. L'Allemagne, nation réputée pour sa supériorité industrielle et technique, produit des fusils de précision que ses propres soldats considèrent comme inférieurs aux armes soviétiques capturées. Les raisons sont multiples et complexes. Le Mosin Nagant 9130, conçu en 1891 et modernisé en 1930, utilise une philosophie de fabrication différente. Les fabriques soviétiques, notamment celle de Toula, fondée en 1712 par le tsar Pierre le Grand, produisent des armes avec des tolérances plus larges. Cette approche, considérée comme moins sophistiquée par les Allemands, se révèle supérieurement adaptée aux conditions extrêmes. Le métal se contracte, mais les jeux mécaniques plus larges absorbent ces variations sans affecter la précision. La lunette PU soviétique, bien que moins puissante avec son grossissement de 3,5 fois, offre une réhabilité remarquable. Son réglage simple, sa construction robuste, son optique suffisante pour les distances de combat réelles, tout contribue à en faire un système plus efficace. Le réticule en croix fine permet une visée précise sans masquer la cible. Les molettes de réglage fonctionnent même gelées grâce à des mécanismes plus grossiers mais plus résistants. Allerberger terminera la guerre avec 257 neutralisations confirmées. Sur ce total, il admettra plus tard qu'environ 140 ont été réalisées avec des armes soviétiques capturées. Son livre de mémoire, publié en 2005, révèle cette réalité embarrassante pour l'industrie d'armement allemande. Le tireur d'élite allemand le plus décoré de sa division devait sa survie et son efficacité aux armes de ses ennemis. Entre 1940 et 1945, l'Allemagne produit environ 132 000 fusils de précision basés sur le carabineur K98K. Un nombre impressionnant qui représente l'effort considérable investi dans le programme de tireurs d'élite. Mais cette production massive ne corrige jamais les défauts fondamentaux identifiés dès 1942. Les ingénieurs de Moser tentent plusieurs solutions. Le système Heiteret, introduit fin 1943, modifie la base avant de montage, la rendant 4 mm plus haute pour simplifier la fabrication. Cette modification réduit les coûts, mais n'améliore pas les performances par temps froid. L'utilisation de pièces estampées plutôt que fraisées, mesure d'économie de guerre adoptée en 1944, dégrade même légèrement la qualité globale. Des systèmes alternatifs sont développés. Le ZF-41, lunette à grossissement 1,5 fois montée sur la base de la hausse arrière, vise à équiper massivement l'infanterie ordinaire. Plus de 100 000 exemplaires sont produits, mais les écoles de tireurs d'élite rejettent ce système, jugé insuffisant pour le tir de précision à longue distance. Le Gewehr 43, fusil semi-automatique, introduit en 1943, reçoit la lunette ZF4 et devient populaire pour les tirs rapides à moyenne distance. Allerberger l'utilise avec satisfaction pendant les attaques massives soviétiques où le volume de feu compte plus que la précision ultime. Mais le K98K avec ZF39 reste l'équipement standard officiel des tireurs d'élite allemands jusqu'à la fin de la guerre.
Les manuels continuent de le présenter comme le système optimal. Les photographies de propagande montrent des tireurs posant fièrement avec leurs fusils Mauser. La réalité sur le terrain diffère radicalement de ces images officielles. L'échec du ZF-39 provient d'une erreur fondamentale de conception militaire: privilégier la perfection technique théorique sur la robustesse pratique. Les ingénieurs allemands ont créé un système magnifique dans des conditions idéales, mais inutilisable dans les conditions réelles du front de l'Est. Cette philosophie, caractéristique de l'industrie allemande de guerre, se retrouve dans d'autres programmes. Le char Tigre, trop complexe et fragile, l'avion à réaction ME-262, révolutionnaire mais peu fiable, le sous-marin Type 21, arrivé trop tard pour influencer le conflit. Après 1945, les nations victorieuses capturent des millions de K-98K. L'Union soviétique en distribue comme aide militaire à travers le monde. Plusieurs pays les rechambrent pour leurs munitions standards. Norvège en calibre .30-06 Springfield, Israël en 7,62 Autan. Ces conversions prouvent la qualité intrinsèque du système Mauser. Mais les fusils de précision avec ZF-39 sont rarement conservés. Leurs lunettes, leurs montures complexes, leurs défauts documentés les rendent peu attractifs pour les armées modernes. Aujourd'hui, les collectionneurs recherchent les K-98K équipés ZF-39 authentiques. Ces fusils, témoins d'une époque où l'excellence technique ne garantissait pas la supériorité tactique, se vendent à des prix considérables. Chacun raconte l'histoire d'une nation qui a construit le fusil le plus précis de son époque pour découvrir qu'il était trop précis, trop complexe, trop parfait pour survivre à l'enfer de la guerre moderne. Cette histoire vous a captivé? Abonnez-vous à l'Énigme militaire et activez les notifications. Partagez votre opinion en commentaire. Pensez-vous que la simplicité l'emporte toujours sur la sophistication technique en temps de guerre? Rejoignez notre communauté de passionnés d'histoire militaire et ne manquez aucun de nos documentaires exclusifs qui révèlent les secrets oubliés des conflits mondiaux.